Nous sommes à un moment décisif de notre calendrier politique avec, comme vous le savez, la clôture des candidatures pour les élections législatives de 2026. En attendant le verdict de la Sénat, 6 partis politiques ont reçu le récépissé provisoire dans la course aux législatives. Nous apprécierons donc ce soir les forces en présence. Et ce sera avec mes invités. Je suis avec Delphin Ngana. Vous êtes technicien en assurance, chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Toula, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs. Monsieur Espérance Ouessou, vous êtes spécialiste en énergie renouvelable sur ce plateau analyse politique. Bonsoir. Merci. Bonsoir Madame Toula et bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir co-débatteurs. Julien Kitty, journaliste chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous. Et enfin, Juste Akakpo, vous êtes analyste politique, mais de profession géographe. C'est bien cela, bonsoir. Et bonsoir madame, et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. Alors, voilà donc mes invités, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous de ces échanges. Le débat du soir, on démarre par le premier sujet. Vous avez tous suivi... on va dire ce mouvement à la Sénat cette nuit, qui marque d'ailleurs la clôture de l'enregistrement des dossiers de candidature pour les législatives. 6 partis sont en lice pour le moment, en attendant bien évidemment, Delphin Ngana, le récépissé définitif. Je pense que c'est déjà bien qu'on ait 6 partis en lice. Ici, finalement, les 6 se trouvent être retenus. Ce serait une bonne chose parce que le souhait de tout le monde, c'est de voir la fête réalisée en 2026. Maintenant, 6 partis politiques, puisque si on parle de la candidature pour les élections présidentielles, on avait eu 3 partis politiques où difficilement un parti se trouve être sorti, il reste 2 partis. Non, 3 partis se trouvent être sortis et il reste 2 candidats. C'est pour dire qu'il y a 2 duos qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu, mais il y a un duo du moins qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu, mais il y a 2 duos qui se trouvent être présents. Pour les élections communales, on a vu qu'il y a 3 partis. Pour les élections législatives, on est allé jusqu'à 3 partis candidats, je pense que... Non, 6 partis candidats, je pense que oui. La Sénat fera son tri et on verra ce que ça va donner. Oui, Espérance Ouessou, on peut dire que les partis attendus sont là, en attendant le verdict. Oui, évidemment, on a ce qu'on pourrait placer comme les 3 grosses forces politiques du pays, plus évidemment 3 autres. Donc on dira effectivement que les partis attendus sont en lice. Reste à ce que va donner l'analyse des dossiers, parce que on a déjà eu 2 dépôts de dossiers passés. On a vu que certains partis ont compliqué beaucoup plus la tâche à la Sénat dans l'exercice de son travail, de sa fonction, mais je pense que cela n'a pas empêché la Sénat de faire sérénement plutôt son travail et de sortir et de retenir les partis qu'il faut. Je pense que déjà 2 échecs pour les uns et 1 pour l'autre, je pense que ça a déjà quand même permis à l'ensemble des partis de prendre suffisamment en compte. 2 échecs pour l'un, je peux comprendre. 1 pour l'autre, c'est qui? L'autre, c'est Moël Bénin qui a été recalé pour les communales. Sûr, et quand je dis 2 échecs pour l'autre, ce sont le parti, les démocrates qui ont été recalés à la fois pour la présidentielle et puis les communales. Donc vous voyez, je pense qu'ils ont capitalisé cette fois-ci l'ensemble de ces formations politiques pour pouvoir rester évidemment en lice jusqu'à la fin, afin que, bon, comme on a toujours souhaité, que la messe électorale soit effectivement dite. Moi, ce qui me réjouit dedans, vous savez, les communales et les législatives, c'est le même jour. Donc, si on a suffisamment de partis et que cette tendance de dire non, ce sont toujours les mêmes, ce sont eux, si ça peut s'effacer, si les gens peuvent bien faire leur travail pour que ça ne se dit pas. Donc, on aura véritablement tout un engouement pour ces 2 élections. Et n'oubliez pas que ce sont les élections de proximité et de la représentation nationale. C'est-à-dire les communales, élections de proximité, les législatives, la représentation nationale. Donc, je pense que ça serait notre souhait
notre prière, c'est de voir l'ensemble de ces partis au bout du rouleau, à la sortie du tunnel pour pouvoir compétir. Alors, Julien Kiti, en tant que chroniqueur politique, on parle de 6 partis politiques, Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain, FCBE, Moël Bénin, GSR et les démocrates. Vous, quelle est votre lecture de ces forces en présence à cette étape précise? Oui, avant de parler de forces en présence, je voudrais me réjouir avec les autres de ce que l'envie de participer à ces élections au niveau des entités politiques s'est réaffirmée avec un regain, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les instances dirigeantes de Moël Béné, par exemple, s'ils étaient des esprits politiquement faibles qui se disent, mais bon, on lâche l'affaire. D'ailleurs, le message du président de Moël Béné, juste après qu'ils aient été disqualifiés pour les communales, a été donc de dire non, on reste focus sur les chances qui nous restent, donc les législatives. Ce qui me réjouit aussi, c'est que les dirigeants du parti, les démocrates, avec toutes les dissensions, les dysfonctionnements qu'ils ont étalés, ils n'ont pas pu éviter d'étaler depuis leur tentative de participer à l'élection présidentielle. Et après les communales, la manière dont ils ont été disqualifiés, c'était criard qu'il y avait des problèmes chez eux, que jusqu'à plus de 100 pièces leur manque pour faire ça. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas imaginer que c'est au niveau institutionnel qu'ils ont vécu des injustices, mais on a constaté qu'ils sont allés devant la Cour suprême, et là encore les nouvelles qui sont venues de là-bas, non seulement ils ont été déboutés, mais ils sont allés offrir un spectacle vraiment désolant, humiliant. Et pour des gens comme ça, même si moi j'en suis venu à qualifier leur expérience, l'expérience LD, de catastrophe politique, tant qu'il y a des gens, des compatriotes qui ont envie, avec leur perception des choses aussi, de participer à la compétition, s'ils ont pu déposer les dossiers pour avoir le certificat, le récépissé provisoire, c'est heureux de le savoir. Reste à savoir, comme vous avez dit, si au bout du rouleau, il ne manquera pas d'autres pièces, parce que il n'y a pas un seuil de manque de pièces pour être éliminé. S'il en manque une, vous êtes éliminé. Et l'autre chose aussi, il faut remarquer qu'au niveau de l'opposition, la nouveauté, on n'a pas vu le GSR de M. Guédou présenter des dossiers pour les autres élections. Mais voilà, venir au niveau des législatives, présenter les dossiers. D'abord, un parti, c'est une des composantes de l'opposition à qui, sur papier, on ne donnait pas quand même beaucoup de force. On ne présageait pas beaucoup de grandes capacités. Voilà, si par exemple l'expérience du cadre de concertation des forces de l'opposition avait vraiment prospéré, voilà des partis qui auraient pu renforcer le principal parti d'opposition qui avait déjà des députés, pourquoi pas faire l'expérience de la majorité présidentielle, où certains ont choisi même d'aller en fusion, et pour pouvoir être plus fort et imaginer s'il y avait eu, ou même il y avait eu simplement des accords que la loi permet, et qu'ils puissent se donner. Et ça, d'ailleurs, le président Guédou l'a déploré. Donc, parlant de force en présence, je pense qu'il y a un équilibre théorique qui se dessine. Vous avez 3 partis de la majorité présidentielle, UP Le Renouveau, Bloc républicain, vous avez Moël Bénin, et vous avez en face 3 partis de l'opposition également, FCBE, vous avez LD et vous avez GSR. Alors, pour quelqu'un qui est friand de la compétition, pour quelqu'un qui est démocrate dans l'âme, c'est heureux de savoir ça. Il faut maintenant que chacun de ces partis-là ait déjà bien joué dans la constitution des dossiers. Et il faut voir qu'en termes de force en présence, sur tapis, la majorité présidentielle a la faveur toujours des pronostics. Parce que au niveau de l'opposition, je sais à l'instant où je vous parle, où j'en suis pour mes informations, qu'il n'y a pas accord de coalition parlementaire entre FCBE
et LD, et il n'y en a pas entre GSR et LD. Ça veut dire que les trois partis de l'opposition partent à ces élections avec l'ambition suffisamment osée, félicitations à eux, de décrocher les... Non, félicitations d'avance, parce que oui, non, oser aussi... Je voulais préciser que la FCBE est en accord avec la mouvance, justement. Donc, bon, d'accord. Voilà. C'est un élément sur lequel on va revenir tout à l'heure, les accords. Vous constatez que cet aspect qui m'échappait va plutôt renforcer la majorité présidentielle, parce que si les accords étaient entre FCBE et puis LD et GSR, vous voyez, c'est le résultat de l'opposition qui s'en sortirait plus renforcé. Mais il se fait que s'il y a des circonscriptions électorales où FCBE et puis UP, le renouveau, ou bien le BR, et même Moël Bénin, je pense que FCBE a même signé un accord avec Moël Bénin aussi. Ça veut dire que si ces partis-là décrochaient minimum 10% dans certaines circonscriptions électorales, n'atteignaient pas le seuil de 20%, c'est plutôt ensemble avec les partis de la majorité que ça va lever les sièges. Et l'opposition va se sentir davantage affaiblie. Mais on n'est pas encore, comme on le dit en sport, on n'est pas encore sur le terrain du jeu. Voilà. Les arbitres sont là. À la fin, on appréciera. Mais quand j'analyse, c'est la majorité présidentielle qui a encore la faveur des pronostics. Pluralité de listes, Julian Kitty l'a fait ressortir, M. Akakpo, mais au-delà de ça, le parti politique qui peut-être a connu, on va dire, toutes les difficultés de l'heure, ne s'est pas désisté. Les démocrates, malgré tout, a tenu à déposer ces dossiers. Maintenant, l'étape fatidique restera l'après-dossier. Donc, faire constater donc que, malgré tout, cette formation politique tient le coup, on peut le dire. C'est déjà tout heureux de constater que les membres du parti n'ont pas baissé les armes, ont décidé de poursuivre leur chemin vers les échéances électorales malgré les difficultés, malgré les différentes tempêtes qu'il y a eu sur leur chemin. Et je dirais aussi que l'étape actuelle à laquelle se trouve le Parti Les Démocrates constitue en réalité une étape d'un nouveau test pour le parti, pour voir si le parti a été un bon élève ou pas. Et quand je dis c'est une étape pour voir si le parti a été un bon élève ou pas, c'est du fait que les différentes difficultés que le parti a déjà connues durant les deux dernières phases qu'il y a eu, à savoir la phase de dépôt de dossier pour les élections présidentielles et celle relative aux élections communales, c'est déjà des éléments, des niveaux qui pourraient déjà amener le parti à pouvoir capitaliser en termes d'expérience en matière de dépôt de constitution et de dépôt de dossier. Donc je pense pour ma part que avec le recul, on peut quand même espérer que les acteurs de ce parti-là ont peut-être ont passé en revue tout ce qu'il y a comme difficultés, comme vicissitudes, pour que malgré tout ce qu'il y a comme difficultés, ils continuent de pouvoir afficher leurs ambitions et à pouvoir concrétiser cette ambition-là à travers le dépôt de dossier qui a été fait récemment. Donc je pense que pour le reste, les résultats issus de l'analyse des dossiers nous permettront de pouvoir savoir si le parti a réellement retenu les leçons et a su vraiment retrousser ses manches pour pouvoir réellement présenter des dossiers qui ne souffrent d'aucune insuffisance. Voilà. Donc je pense pour ma part que c'est déjà la lecture qu'on peut faire tout de suite par rapport à la situation. Et je me dis aussi que d'ailleurs le parti n'a pas autre choix que de poursuivre le chemin, parce que si ça ne se faisait pas, ça voudra dire que le parti aura laissé complètement les choses entre les mains des partis qui vont
se retrouver bientôt à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce que je peux pour le moment dire par rapport à la situation. Oui, il est vrai qu'on doit être exigeant vis-à-vis de toutes ces formations politiques et qui ont l'ambition d'aller à ces élections. Mais est-ce qu'on doit l'être encore plus envers peut-être la grande solidarité républicaine qu'on n'a pas vue dans les tractations des premières constitution de dossiers, je veux parler de la présidentielle, des communales. Est-ce qu'on peut dire qu'on on veut avoir un dossier ou des dossiers sans faute, vu qu'ils ont eu le temps de les constituer, de les apprêter avant d'aller à la Sénat, Monsieur Delphin Gangana? Merci de m'avoir fait cette question, parce que quand je fais un retour en arrière et que je retrouve ce parti politique qui fait partie du cas de concertation de l'opposition, déposer ces dossiers, je me refais rapidement à l'article 27 de la Charte des partis politiques qui a mis une obligation d'existence sur la tête de tous les partis politiques qui, désormais, on dit, je vais vous lire, on dit, tout, bon, l'alinéa 2, je ne vais pas vous lire tout l'article, l'alinéa 2 dit, tout parti politique perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat à 2 élections législatives consécutives. Ça veut dire que tous les partis politiques qui existaient avant les élections législatives de 2023, si ce parti n'avait pas présenté de candidature à cette élection et ne présente pas de candidature à celle-ci, c'est-à-dire aux élections de 2026, après ces élections, c'est que ce parti perd son statut juridique. Ce qui fait qu'il y aura des partis politiques qui, juste dans le désir de pouvoir sauvegarder son existence juridique, sera obligé de présenter des candidatures. Et ici, je ne vais pas dire que c'est une insuffisance, mais c'est peut-être que le législateur a voulu ainsi, parce que présenter des candidatures, ce n'est pas participer aux élections. Ce débat a été fait, ce qui a fait qu'en 2019, Moël Bénin avait présenté des candidatures avec Pierre Déou, il y avait des doublons, ce qui fait que Moël Bénin a été recalé. Mais on n'a pas sorti, on n'a rien dit sur Moël Bénin en son temps, ce qui fait qu'en 2023, Moël Bénin a été aux élections législatives avec un score un peu faible qui lui a pas permis d'aller à l'Assemblée. Donc du coup, je me dis, je prends d'abord ça comme une condition, une obligation pour les partis qui ont envie de pouvoir sauvegarder leur statut juridique, de déposer ce n'est qu'un dossier. Est-ce que c'est dans ce cadre que GSR, si je GSR, oui. Ok, GSR a déposé son dossier pour sauvegarder son... Je n'en sais rien, mais si je fais un retour en habitude, il n'a pas déposé, il n'a pas soumissionné pour les élections présidentielles, ni pour les élections communales, mais pour les élections législatives qui se trouvent être le niveau où la condition d'existence se trouve être basée. Est-ce que c'est dans ce cadre, c'est quand on va finir par analyser, étudier les dossiers et trouver que c'est peut-être un dossier insuffisant ou un dossier pas bien ficelé, qu'on va se dire, est-ce que c'est juste pour satisfaire cette obligation? Mais si son dossier se trouve être validé, on va dire, ok, ça veut dire qu'ils se sont préparés réellement pour aller en compétition et non remplir juste une condition d'existence. Maintenant, si ce parti qui était dans un cadre de concertation avec les démocrates et que n'avait pas été associé parce que dans le comité mis en place par les démocrates pour le choix de leur duo, on n'a pas entendu qu'il y a des membres des autres forces dedans. Et même pour déposer le dossier, on n'a pas entendu que les démocrates avaient associé les gens de cas de concertation. Donc si ce parti arrive à aller seul, c'est pour dire, est-ce que la concertation n'a vraiment pas marché? Bon. Ne vous attendez pas à une réponse, ni de ma part, peut-être de la part de vos co-débatteurs. Donc, la réponse à ma question, c'est qu'on peut être exigeant vis-à-vis de ce parti, d'avoir des dossiers sans défaut. Des dossiers sans défaut. Et c'est à ce niveau qu'on dira que ce n'est seulement pas pour remplir une condition d'existence et que c'est vraiment que ce parti politique a vraiment les moyens de pouvoir compétir et de porter une vraie vision. Et donc, du coup, on va se dire, OK, il y a quand même quelque chose de crédible, de bon. Sinon, le président de ce parti politique, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise de la politique de notre pays. Et il maîtrise beaucoup de choses et il suit beaucoup de choses. Donc, du coup, est-ce que c'est lui seul qui constitue le parti ou il y a vraiment d'autres cadres sérieux derrière lui qui l'accompagnent? C'est quand
on verra à la fin qu'on va se dire, bon, ok, c'est vraiment un parti sur lequel on peut compter et non juste de faire valoir, quoi. Monsieur Ouessou, vous avez la parole. Est-ce qu'on va... Ne posons pas la question comme ça, sinon on va croire qu'il y a des gens, il y a des partis où on peut être complaisant avec, en termes de constitution de dossier. On doit être exigeant vis-à-vis de tout le monde. En tout cas, c'est la Sénat qui fait le truc. Oui, qui fait le travail. Si quelqu'un ne se retrouve pas dans les conditions, ou quelqu'un ne remplit pas les conditions, c'est que le parti ne participe pas aux élections. Oui, c'est essayer de comprendre, voir si le fait que cette formation politique a eu le temps de constituer son dossier, si on peut, voilà, c'était un peu le sens de la question. Oui, hein. Je pense que... parler de complaisance d'une faute mineure ou de majeure chez quelqu'un. Voilà. Oui. Ok, d'accord. Donc, je pense que nous devons y croire. A priori, on va croire en ce parti parce que n'oubliez pas qu'il y a autre Lada qui dit on est meilleur joueur surtout quand on est à la touche, et que le temps qu'ils ont passé à la touche lors des 2 premiers dépôts les a suffisamment permis de se préparer, de lire les différentes observations, de prendre en compte les observations des autres pour en faire sien. Donc du coup, je pense que comme l'a dit Delphin tout à l'heure, je pense que c'est certainement la fin des évaluations qui pourra nous ramener à bien analyser si ce n'était même pas aussi une stratégie politique, parce que ça peut être aussi une stratégie politique de l'opposition. Et donc, des gens peuvent aussi stratégiquement miser aussi sur ce parti et que à la fin, on trouve que c'est un parti qui remplit. Parce que n'oubliez pas, ici, on n'a pas assez de dossiers. Hein. On n'a pas assez de dossiers parce que, contrairement au communal, le nombre de dossiers, on peut dire que c'est relativement bien faible par rapport à ce qu'il faut réunir. Et n'oubliez pas que les communales, ça a permis à beaucoup de partis d'avoir des dossiers réserves, et surtout les partis qui ont été recalés, ça devait être très facile pour eux de monter les dossiers des législatives. Donc si ce parti est resté dans la logique d'anticipation, je pense que on devrait même avoir probablement le meilleur dossier à ce niveau maintenant, comme l'a dit Delphin. Si c'est juste pour s'assurer de l'existence, bon, on aura à aviser à la fin des analyses. Et c'est maintenant qu'on va s'interroger sur les chances de cette formation politique. Bon, si les mastodontes de la majorité, Union progressiste, Bloc républicain, ont des accords, quid de ceux qui n'ont aucun accord? Quelle chance pour eux, s'ils arrivaient évidemment à passer le filtre? Monsieur Ouessou, je commence par vous. Les chances, moi je pense que... Je l'ai dit ici une fois, il y a des partis peut-être qui travaillent pour juste nous prouver que ce code électoral n'a pas sa raison d'être. Et là, c'est le choix. Le choix de l'enlisement au niveau de certains partis politiques, on ne va pas leur en vouloir. Mais je pense que cela ramène, alors mathématiquement et arithmétiquement, cela ramène leur chance vers zéro, vers le néant. Parce que aujourd'hui, comme ce sont les législatives, ce n'est pas seulement le 10% national qui compte, mais il reste maintenant la barrière des 20% par circonscription qui s'impose avant maintenant de lever les sièges. Vous êtes éligible juste avec les 10% nationaux. D'autres ont déjà fait l'expérience et sont très sûrs de se taper les 10% nationaux. Oui, nous sommes d'accord. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait l'expérience des 20% par circonscription aussi? Je me réfère aux élections législatives de 2023. Je pense qu'il n'y avait pas eu de parti politique ayant rempli cette condition. Donc, l'idéal aurait été de faire simplement ce que la FCB et Moël Bénin a essayé de faire avec les autres forces et qui pouvaient se dire, nous deux unis, on peut satisfaire parce que les calculs sont là, les statistiques demeurent, ce n'est pas des données qui sont du passé si lointain qu'on ne peut plus retrouver. Donc, les gens pouvaient simplement analyser ces données et se donner la main pour faire quand même la démocratie de notre pays autrement. Moi, je dis, je ne suis pas partisan du copie conforme à la lettre de tout ce qu'on voit ailleurs,
Mais c'est une stratégie, c'est ce qu'on a défini dans notre République. Je pense que chacun pouvait multiplier sa chance. Je dis multiplier dans ce cas sa chance en signant simplement un accord de gouvernance avec l'ensemble ou bien une partie des autres forces politiques. Tout le monde ne l'a pas fait aujourd'hui, donc tout le monde, ceux qui ne l'ont pas fait... Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ça que je dis théoriquement aujourd'hui. Théoriquement, pour moi, en me tablant sur du factuel des élections de 2023, je ne les vois pas lever de siège. Alors, Jules Léon Kitty, les accords, on en a entendu entre Moël et FCBE, entre FCBE et BR, UP et UP et BR. Bon, commençons déjà par eux. Est-ce que entre Moël peut-être et FCBE, vous pensez que cela sera suffisant pour atteindre les 20%, enfin les 10% exigés? Bon, la question posée de cette façon me pose un problème. La compréhension que j'ai eue des dispositions légales qui permettent donc d'additionner les résultats obtenus par les partis politiques qui à la base ont décroché les 10% au plan national, ce n'est pas seulement entre deux partis politiques, sinon vous n'auriez pas vu un parti faire accord avec 2, 3, 4. L'avantage, c'est de le faire avec autant de partis qu'on peut faire. Donc, dès que le problème va se poser dans une circonscription électorale, on verra les partis politiques qui, à la base, ont eu 10% au plan national. Alors, ceux qui n'ont pas levé directement 20%, d'office, le nombre qu'ils font, ils sont dans le panier de ceux qui peuvent se mettre ensemble pour dire, allez, vous avez eu combien, nous avons eu tant, on met ensemble, est-ce qu'on lève les sièges? Après, ils s'entendent pour fonctionner au niveau du Parlement. Mais les partis politiques n'ayant pas les mêmes poids politiques et électoraux, parce que politique, le poids politique, il faut voir ce que déjà avec des facteurs, des outils objectifs, on évalue ce que pèse le parti politique au plan national. Quand vous laissez le nombre de députés, le nombre de maires et autres là, ce ne sont que des résultantes de l'effort qui est fait, de l'ancrage du parti politique sur le terrain. Nous sommes des intellectuels, nous sommes au cœur du peuple. On peut déjà voir que Moël Bénin et FCBE n'ont pas les mêmes poids politiques que UP Le Renouveau et Bloc Républicain sur le terrain. C'est dans le cas où, par exemple, Bloc Républicain, UP Le Renouveau se tape les 20% dans les 24 circonscriptions électorales, eh bien, ils n'auront pas besoin de rassembler d'ajouter, d'additionner leurs résultats avec FCBE ou bien Moël Bénin. À ce moment, on pourrait dire dans l'analyse que Moël Bénin et FCBE ont un destin un peu plus proche, ou ont des destins un peu plus proches l'un de l'autre, ont un dénominateur commun qui est que eux, ils ont un poids qui d'office les prédisposait à aller dans ces accords-là. Parce que quand on regarde leurs résultats aux dernières élections, aux élections passées, et quand on voit le poids, ça c'est pour voir le poids électoral, quand on voit le poids politique mis ensemble, ils avaient tout intérêt à faire ces accords. Si les grands ont pu, ceux que je peux appeler les grands ont pu le faire, donc ils ont été intelligents en le faisant également. Ceux dont la situation, moi, me préoccupe beaucoup et je me demande comment les dirigeants, les leaders de ces partis politiques ont fait le calcul, leur projection. Parce que moi, la conception que j'ai de la politique et de toute compétition, je ne m'engage pas dans une machine que je sais être une machine à perdre. Je ne m'engage pas dans une machine pour travailler moi-même à la consolider dans son schéma de machine à perdre. Et c'est pourquoi je comprends les appréhensions de M. Ouessou qui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des partis politiques qui ont envie d'offrir simplement un spectacle qui leur permette de rechercher l'effet de victimisation pour dire que, vous voyez, les conditions de participation aux élections qui sont contenues dans le code électoral ne permettent pas de le faire. Regardez, il a vu après le côté stratégiquement positif qui pourrait
advenir au niveau des deux formations politiques de l'opposition, LD et GSR. Peut-être que si LD n'arrivait pas à passer les mailles au niveau de la Sénat, si c'est GSR, peut-être qu'ils feront bloc derrière. Mais envisageons aussi la possibilité que au niveau de la Sénat, parce que la rigueur des critères est là et elle ne va pas changer, on ne fera pas de faveur à quelqu'un parce qu'il a échoué à d'autres tentatives de participation. Imaginez que par exemple GSR et LD soient éliminés. D'accord, après analyse des pièces au niveau de la Sénat. Vous voyez, dans l'intention ou la stratégie pas trop catholique, peut-être de partis d'opposition qui voudraient renforcer l'effet de victimisation, on dira, vous voyez, c'était LD avant, maintenant deux formations de l'opposition sont allées déposer les dossiers et on les a encore éliminés. Mais non, s'ils étaient, qualifiés pour y aller, il y aura deux problèmes. Il y aura d'abord qu'ils ne pourront pas profiter, quoique tous de l'opposition, ils ne pourront même pas profiter des avantages, des accords, parce qu'ils n'ont pas signé d'accord, GSR et puis LD. Cela va montrer au peuple électeur qu'au niveau de l'opposition, ils ne sont pas réellement unis. Et ceux qui sont au niveau de LD particulièrement, les forces qu'on trouvait à cette formation politique, c'était quoi? C'était la puissance, les capacités de populisme de Boni Yayi quand il va sur le terrain, dans certains fiefs lui-même. Aujourd'hui, les péripéties, les tribulations vécues par LD et tout étant étalé à la place publique ont réduit presque au néant le crédit confiance que on peut avoir à Boni Yayi comme leader. Et les démissions en cascade des députés LD et d'autres cadres ont fini par fragiliser également le parti politique parce que n'oublions pas, et j'en aurais fini, dans notre pays, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes à un niveau où certes pour les élections de liste, on vote pour le parti, mais c'est beaucoup plus pour le leader positionné, le fils du terroir, même si il va être représentant national après du peuple, c'est d'abord. Et alors, regardez tous ces noms importants qui ont quitté le parti. Et quand vous suivez aussi les réactions des militants à la base, vous prenez le pouls au niveau des réseaux sociaux, j'ai l'impression que les militants à la base qui étaient vraiment chauds, qui avaient placé leur espoir en ce parti-là, sont déçus. Et ça pourrait être des handicaps également pour avoir de très bons résultats sur le terrain jusqu'à atteindre les 20%. Voilà donc les projections que je peux faire par rapport aux chances de ces partis de s'en sortir. Monsieur Akapo, nous sommes dans l'hypothèse où ces six partis arrivaient donc à passer ou à franchir l'étape de la Sénat. Julian Kitty semble monter tout à l'heure déjà un risque d'émiettement pour ces partis qui vont en solo et déjà qui n'ont pas signé d'accord de coalition parlementaire. Vous voyez quelle chance pour eux? Alors, je vais abonder un peu plus dans le même sens en précisant un certain nombre d'éléments. Alors, de façon basique, ce que nous devons déjà remarquer, c'est le fait que les élections législatives constituent en réalité des élections tout à fait particulières parce que ici, on ne converge pas les voix vers une seule personne sur le plan national. Ce qui voudra dire que un certain nombre d'éléments entrent en ligne de compte. Par exemple, le positionnement au niveau des circonscriptions électorales. Et très souvent, les gens regardent. Ils regardent les personnes qui sont placées en tête de liste. Ils regardent les suppléants et autres avant de pouvoir accorder leur voix au parti. L'autre chose qui entre en ligne de compte, c'est la manière dont le parti a aussi mené ses activités sur le terrain politique. Est-ce que le parti a réellement mouillé le maillot avant qu'on en arrive aux échéances électorales?
Et l'autre chose que je voudrais aussi préciser, c'est que je voudrais aussi dire que le parti, parmi tous ces partis, celui qui a été, permettez-moi d'utiliser cette expression, le plus malin, c'est FCBE, qui a eu l'intelligence de signer d'accords parlementaires avec plusieurs partis, parce que je me suis dit que les leaders de ce parti-là ont pu quand même faire le diagnostic et ont su se regarder dans le miroir et ont réellement vu leurs propres forces et leurs faiblesses et savent que si ils ne faisaient pas, ils ne jouaient pas à ce jeu-là, ça va être vraiment compliqué parce que nous sommes en train d'aller en réalité à une nouvelle élection et une nouvelle expérience en matière de critères. Parce que on n'avait pas avant ce critère de 20%. Oui. Donc, c'est un élément qui est venu s'ajouter. Donc, c'est aussi un aspect qui constitue en réalité, en quelque sorte, un piège qui se dresse devant les partis qui se croient suffisamment ou totalement autonomes et qui ne veulent pas faire d'accord parlementaire avant d'aller aux élections, pensant qu'ils peuvent récolter ces voix-là au niveau de chaque ce pourcentage de voix au niveau de chaque circonscription électorale, sans savoir que il s'agit là d'une nouvelle expérience. Et l'autre chose que je voudrais préciser par rapport, par exemple, au parti Les Démocrates, c'est que le parti ne peut pas se prévaloir du fait que son image qu'il avait auprès de la population est restée intacte, compte tenu des derniers développements qu'on a eu à observer ces derniers temps. Parce qu'on est en train d'observer en quelque sorte un parti qui a connu une sorte de fragilisation ces derniers temps. Donc les partis, pour ma part, les partis qui se retrouvent en pôle position, dans une position de force, et c'est déjà le bloc républicain, l'Union progressiste, le renouveau, parce que ces partis-là aussi ont eu l'intelligence de pouvoir signer d'accord entre eux. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce qui se passera, quel que soit le résultat qu'on aura sur le terrain, et je pense pour ma part que ces partis-là pourront tirer leur épingle du jeu convenablement. Donc, il en restera ce qu'on pourrait observer au niveau de Moël Bénin, de FCBE, mais au niveau du parti Les Démocrates, moi j'estime pour ma part, et aussi le parti GSR, parce que ce sont les partis qui y vont en singleton, je pense que ces partis-là auront beaucoup plus de difficultés pour pouvoir réellement s'en sortir. Bon, on peut quand même, même si vous pouvez penser que c'est un rêve pieux, il peut arriver que ils atteignent quand même, Julien, de quitter les 20% dans toutes les circonscriptions. Donc, peut-être que certains ou d'autres électeurs verront qu'au vu de l'air de bois, c'est le moment de leur accorder le suffrage pour vraiment marquer leur adversaire à la culotte. Pourquoi pas? Oui, n'est-ce pas une possibilité? Oui, c'est une possibilité. Écoutez, ici, on prend l'équipe de football, le MENA du Niger, et on lui dit de jouer contre l'Argentine de Lionel Messi, eh bien, la FIFA ne dira jamais avant le match que l'Argentine a gagné. Et ils iront sur le terrain. Mais après, vous n'empêcherez pas un analyste sportif et un reporter sportif de dire, comme un prophète, que le jeu est plié sur la base d'un certain nombre de choses. Maintenant, quand vous parlez des chances de LD et de GSR de s'en sortir pour ces élections législatives, je vais être clair avec vous. Après leur avoir souhaité bonne chance, je ne suis pas prêt à faire montre de ce degré de naïveté politique pour dire qu'ils partent gagnants et qu'ils vont s'en sortir. Non, parce que le seul facteur qui devrait jouer en leur faveur, c'était que l'effet de victimisation ou bien la popularité, la crédibilité qu'ils entretenaient
où ils espéraient entretenir auprès du peuple électeur, que cette crédibilité, cette popularité-là soit restée intacte ou aille crescendo. Mais ou bien, dans les tribulations qu'ils ont vécues, ils doivent avoir réussi à montrer à l'opinion qu'ils sont des vertueux, ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire et que les ennemis ont joué contre. Il se fait que dans cette bataille qui relève de la psychologie de la communication politique, ils ont échoué. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui les premiers qui regardent les leaders de LD comme des gens peu crédibles, des gens qu'on ne peut pas suivre, ce sont les militants LD, ce sont des personnes, même des sympathisants de ces partis politiques. GSR, nous l'avons dit sur ce plateau, dépose ces dossiers maintenant seulement. Tout porte à croire que GSR le fait parce que, n'ayant pas réussi à s'entendre avec LD, et le président de GSR, M. Guédou, a fait une sortie médiatique où il n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire qu'il est déçu de l'entourage direct de l'ancien président Boni Yayi, président de l'UPR. Il a même avoué de les démocrates. Il a même avoué qu'il s'est personnellement investi dans les tentatives de rapprochement avec FCBE pour que LD et FCBE puissent signer des accords, qu'il s'est déplacé pour aller vers Paul Oumpe. Mais l'entourage immédiat de Boni Yayi a refusé. Et puis, c'est cet entourage-là, le peuple est là encore et voit la qualité de cet entourage dans, par exemple, le spectacle triste et désolant, humiliant de l'ancien ministre Alassane Tigri devant la Cour suprême, où le président de la Cour suprême peinait avec toute la peine du monde à lui demander, mais vous dites que vous avez déposé un recours en tant que délégué du parti et vous insistez sur le fait que vous êtes délégué du président du parti, mais vous n'avez même pas un mandat. Et question très intéressante parce que moi j'avais été de ceux qui étaient déçus par même la mauvaise organisation des recours, de la gestion des contentieux, où ça allait dans tous les sens. C'était comme les recours qui étaient déposés servaient beaucoup plus pour faire la publicité des membres qui déposaient ces recours-là. Parce que le président de la Cour suprême a dit à M. Tigri, mais l'avocat du parti, M. Fadé, qui est là, a fait un recours au nom du parti et les documents qui prouvent sa constitution en tant qu'avocat font force de mandat. Mais lui aussi, sans consulter l'avocat, il vient déposer. Et ce qui lui est très cher, c'est de démontrer qu'il est le représentant de Boni Yayi. Et on a vu d'autres cadres du parti, dans la foulée, déplorer le fait que ce monsieur, l'ancien ministre Tigri, au nom du président Boni Yayi, venait chambouler tout ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, ceux de la population qui supportaient ce parti-là ont un mal sérieux, c'est-à-dire que leur parti n'irait pas aux élections pour que leur voix soit entendue, mais je suis sûr qu'ils n'ont plus confiance dans ces personnes. Donc quand ils vont encore solo, au contact de ce peuple électeur-là, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a plus de chances pour GSR et pour LD de ne pas atteindre le seuil des 20%. Que des chances de l'emporter. Mais s'ils passent les mailles de la Sénat, la loi autorise qu'ils y aillent. Ce serait un test pour eux aussi. Ça va servir peut-être un parti qui n'a pas envie de disparaître. Et donc, oui, voilà, ça va servir GSR pour ne pas disparaître. Et puis après, bon, ça va servir ceux que Wessou soupçonne de vouloir donner l'impression de participer, mais faire tout pour ne pas participer, pour diaboliser celui qui est considéré comme porteur de ces réformes-là. Malheureusement, les réformes vont bon train, et celui qui impulse ces réformes-là, j'ai l'impression que les opposants le connaissent très mal, parce que 9 fois sur 10, il réussit à faire ce qu'il décide de faire avec ceux qui l'accompagnent dedans. Vous savez, les textes de loi sont votés pour régler un problème du passé, pour retracer l'avenir, c'est-à-dire pour retracer l'avenir. Et si vous mettez bout en bout les réformes du système partisan, vous allez comprendre que le chef de l'État a un objectif. C'est que nous faisons déjà le truc au quotidien.
mais on n'a pas envie de l'assumer. C'est-à-dire, même si vous êtes des ennemis dans des maisons voisines, si vous entendez le bruit chez le voisin, des fois, on laisse le côté rancune ou rancœur et on va au secours de l'autre. Donc, le principe de coalition, c'est juste pour dire, de coalition parlementaire, c'est pour dire, ok, oui, en mathématiques, on dit deux droites parallèles ne se croisent pas, mais en politique, deux droites parallèles se croisent, se combinent et forment une seule ligne. Parce que ça se fait, vous allez voir des ennemis, voilà, et qui fusionnent. Vous allez voir des ennemis d'hier qui vont devenir des collaborateurs, c'est-à-dire trop sérieux. Si aujourd'hui, le président des démocrates se trouve être président et que le vice-président se trouve être vice-président, allez, en tout cas, suivez mon regard. Ce sont des gens qui ne s'entendaient pas avant, mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, du coup, ce que le chef de l'État est en train de viser, c'est juste, oui, on va faire le combat politique, mais après, on doit continuer à s'entendre, à se parler, parce que nous militons tous pour le bien-être du pays. Et vous allez voir la suite des réformes, parce que l'affaire du Sénat et la trêve politique, c'est toujours pour dire, oui, on fait le combat, mais après, on continue. Mais l'autre chose, c'est quoi? Les élections législatives, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection de proximité. Et on ne vote pas pour la victimisation générale, mais on vote pour qui on connaît. La belle preuve est que la révision du code qui a été opérée en 2024 s'est basée sur les résultats des élections législatives de 2023 pour être étudiées. Qui vous souviennent qu'aux élections de législatives de 2023, vous allez voir le plus grand parti politique du Bénin pour le moment, UPR, n'a eu que 930 000 voix. Le second parti politique, BR, n'a eu que 7024 voix. Et le parti qui se trouve être le parti du peuple qui comptait sur la victimisation, parce que c'était suite à des élections contestées de 2019. Donc, du coup, la colère était dans... Donc, ceux qui se trouvent être... ont des dents dures contre le régime devraient vraiment voter pour ce parti. Mais c'est 598, donc ça veut dire 600 000 voix. Aucun des partis politiques n'a atteint 1 million de voix. Et non seulement ça, sur les 5 millions que nous faisons, c'était juste la moitié, moins de la moitié qui avait... D'électeurs. 5 millions d'électeurs que nous avons. C'était moins de la moitié, puisque c'était 2 millions et quelques qui avaient participé. Donc, du coup, les gens se sont basés sur les résultats par circonscription pour dire, OK, aucun parti n'est arrivé, même le plus grand parti politique, les gens l'ont dit, n'est arrivé à avoir les 20% dans chacune des 24 circonscriptions. Donc, c'est pour dire qu'au moment où, au temps fort, aucun parti n'est arrivé à le faire. Mais ce qu'on veut, c'est pour dire, oui, désormais, nous sommes fils du même pays. Quand on finit le combat, on doit se retrouver. Donc, du coup, se donner la main pour dire, si nous traversons la voie et que je vous trouve faible à la fin, je dois vous donner la main pour traverser ensemble. L'accord parlementaire ne veut pas dire que sur le terrain, vous n'êtes pas adversaire. L'accord parlementaire ne veut pas dire que pour les élections déjà au cours du scrutin, c'est que vous allez vous passer des voix. Ce n'est pas ça. C'est à la fin qu'on va dire notre cas de difficulté. Les gens n'ont peut-être pas compris, mais ils ont trouvé qu'il faut rester dans une politique acerbe ou tranchée. Et du coup, on verra la suite. Ce sont les analyses à faire, bien évidemment, à l'État, en attendant la suite du processus, puisque nous attendons le récépissé définitif, nous attendons de voir ceux qui, justement, auront ces récépissés définitifs. C'est dire que, mesdames et messieurs, on va revenir évidemment sur le sujet et après maintenant commencer à apprécier les forces en présence, puisque comme Delphin l'a dit, c'est selon les positionnements, les forces en présence, qui contre qui, dans quelle circonscription, etc. Donc on va mettre un terme au débat du soir sur ces analyses. Merci à M. Wissou, merci à vous Julien Kitty, merci à vous M. Akapo, merci à vous M. Gangana. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Vous pouvez suivre notre chaîne sur le www.etelebénin.com. Nous sommes sur YouTube avec le nom ETélé Bénin et téléchargez l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. ETélé avec vous, pour vous. Bonne suite de nos programmes.